scratchs de suite, alors que je m'étais traîné pendant tout le rallye. Merde, je me dis, putain, les gars vont être contents. Moi, quand j'arrivais à l'assistance, je voyais les étoiles dans les yeux des mécanos. C'est la meilleure nourriture pour un pilote, hein, ça. Ah oui. Les étoiles dans les yeux des mécanos et des ingénieurs, c'est la meilleure des nourritures. Voilà, il n'y en a pas d'autre. Vous avez sans doute reconnu la voix de Bernard Darniche, qui n'a jamais eu la langue dans sa poche. Le légendaire vainqueur du rallye Monte-Carlo 1979 est l'invité aujourd'hui de l'Afterlap, le podcast du sport auto. Il évoque avec nous l'un des rallyes les plus marquants de toute l'histoire du WRC. Bonjour à tous, c'est Laurent-Frédéric Bollet. Ravi de vous retrouver dans l'Afterlap et à l'occasion du Monte-Carlo 2021 qui va bien avoir lieu, eh bien j'ai décidé de vous offrir un épisode rétro. Je sais que vous appréciez plutôt bien l'exercice. Eh ben, je vous propose de nous retrouver 42 ans en arrière, 1979 donc, avec un rallye Monte-Carlo qui promet beaucoup. Et donc nous allons retrouver tout au long de cet épisode Bernard Darniche qui nous a accordé un entretien exclusif. Ça ne se refuse pas. Alors, ce rallye Monte-Carlo 1979, il a eu lieu du 20 au 26 janvier de cette année-là. C'était la 47e édition de ce rallye Monte-Carlo qui existe, vous le savez, depuis 1911. C'était aussi le 64e rallye seulement du championnat du monde, qu'on appelle maintenant WRC, qui avait été créé en 1973, le championnat constructeur. Mais justement, ce rallye Monte-Carlo 119, c'est aussi le premier rallye du championnat du monde des pilotes. Donc c'est quand même un événement historique. Alors l'attribution des points à l'époque, on a prévu que les 10 premiers marqueraient des points, 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on a maintenant, sauf que c'est pas 25 pour le meilleur, mais bien 20. Et évidemment, il n'y a pas de Power Stage. Alors au championnat du monde des constructeurs, depuis 73, on le sait, c'est Alpine Renault qui avait été champion du monde la première année. Mais depuis, ce sont les Italiens qui ont pris le pouvoir. Lancia avec la Stratos, champion du monde 74, 75, 76. Et puis Fiat, 77, 78 avec la 131 Abarth. Donc il y a peut-être une revanche à prendre là, côté constructeur français, mais on va voir qu'il y en a pas beaucoup au départ quand même. Voilà en tout cas la situation au niveau constructeur. Un petit rappel quand même parce que c'est un rallye monégasque bien sûr, mais qui a une saveur particulière pour les Français. Eh bien en 78, donc l'année précédente, incroyable, 6 Français dans les 7 premiers. Donc un quasi carton plein. C'est Jean-Pierre Nicolas qui a gagné le Monte-Carlo 78 avec une Porsche Carrera. Il a devancé Ragnotti et Fréquelin. 4e, Walter Röhrl, donc là, il y a une exception avec l'Allemand qui est là. Mais après, 5e, Bernard Darniche, 6e, Jean-Claude Andruet, 7e, Michel Mouton. C'est ça, 6 Français dans les 7 premiers. Alors, il y aura 30 spéciales au programme de ce Monte-Carlo 79. 2554 km en tout, 619 km de secteur chronométré et il y a 255 engagés. Alors si je vous décris un petit peu ces engagés, on va commencer par l'équipe Fiat qui semble être sur le papier non seulement la tenante du titre au niveau du championnat du monde des constructeurs, mais la mieux armée. Alors c'est la 131 Abarth que l'on retrouve toujours. Alors les équipages vedettes, c'est Markku Alén d'abord, le finlandais, avec Walter Röhrl, l'allemand, je vous en ai parlé, mais il y a aussi 2 autres Fiat qu'il va falloir surveiller, qui sont engagés en fait par Fiat France, un programme en tout cas monté par Fiat France, Jean-Claude Andruet et Michel Mouton. Donc là effectivement tous les yeux sont quand même braqués sur l'équipe Fiat en général. C'est à noter, la monte pneumatique pour Fiat, c'est Pirelli. L'équipe Ford se présente également très très forte au départ avec les RS 1800. Björn Waldegard, le Suédois, Anu Mikola, le Finlandais, mais également 2 Fiesta engagés pour Harry Vatanen et Roger Clark. Oui, ça peut faire mal avec les pneus cette fois-ci Dunlop. Alors Lancia n'est plus là officiellement, mais il y a quand même une Stratos HF que l'on va surveiller particulièrement au départ, c'est celle pilotée par Bernard Darniche avec Alain Mahé, son copilote. Elle est engagée par le team privé André Chardonnay. Il y a aussi une autre Stratos avec Fulvio Bachelli, le team Jolly Club, qui aura peut-être un rôle à jouer. Et là, les pneus sont ce sont des Michelin.
Porsche, donc tenante du titre avec Jean-Pierre Nicolas qui remet le couvert avec une Porsche Carrera engagée par le team Almeras. Et je vous rappelle qu'à l'époque, le copilote de Jean-Pierre Nicolas n'est ni plus ni moins que Jean Todt. Donc vont-ils se succéder à eux-mêmes là aussi avec des pneus Michelin? Qu'est-ce affaire à suivre. Opel avec la Kadett GTE, il y a Anders Kulang, le pilote suédois qu'il va falloir surveiller. Et puis je vous parlais d'équipe française. Oui, il y a quand même une marque française qui est représentée, Renault avec la R5 Alpine. Alors là aussi, deux beaux pilotes, Jean Ragnotti, Guy Fréquelin, et aussi une R5 Alpine pour Bruno Sabi, mais avec un modèle de l'année précédente. En tout cas, la force de frappe est quand même pas mal. Et puis, on va préciser aussi dans les engagés à surveiller, Volkswagen et une Golf, avec Jean-Luc Terrier. Il y a aussi Alain Copier qui en héritera. Et puis Danis Nobeck dans la catégorie diesel, pneus Michelin également pour Volkswagen. On va d'abord vous rappeler un petit peu comment c'était à l'époque le parcours du Monte-Carlo. Alors ça dure pratiquement une semaine. Il y a d'abord un parcours de concentration. Donc on part d'une ville et on rejoint une destination. Donc ça c'était du samedi au dimanche, 9 villes départ pour aller à Vals-les-Bains. Ensuite il y a un parcours dit de classement le lundi 22 janvier avec 5 spéciales au programme. Et attention, la première d'entre elles, elle démarre à 3h30 du matin. Donc là aussi ce sont des conditions qu'on n'imagine plus maintenant, mais il y a beaucoup de spéciales de nuit et on passe des nuits blanches. Après le parcours de classement, il y a un parcours commun sur 2 jours, mardi et mercredi, avec 15 spéciales au programme, avec là encore une nuit blanche pour terminer la dernière partie du parcours commun. Et on se retrouve ensuite avec un parcours final qui a lieu à la fois le vendredi en soirée et le samedi durant toute la nuit et qui comporte 10 spéciales. Vous allez voir, on va tout comprendre lorsque je vais vous détailler exactement quels ont été les résultats. Alors, on commence par le parcours de concentration. Il y a 9 villes départ que les concurrents choisissent pour rallier donc Vals-les-Bains. Alors, soit vous partez de Paris, soit vous partez de Monte-Carlo, soit vous partez de Copenhague, de Francfort, de Lausanne, de Rome, de Londres, de Varsovie ou d'Almeria. Toujours est-il qu'il faut bien donc faire à peu près 2500 km pour arriver au bout du compte. Et il peut arriver des choses dans ce parcours de concentration. Par exemple, il y a 12 équipages, sachez-le, qui seront éliminés. Et puis il y a déjà des péripéties. Jean Ragnotti, il est blessé à l'épaule. Donc en fait, il a pratiquement pas conduit durant ce parcours de concentration. C'est son copilote qui l'a fait. Et puis Markku Alén, il a un début d'appendicite. Donc là aussi, on a des inquiétudes pour le pilote finlandais en arrivant pour se lancer dans le parcours de classement. Mais les choses donc sérieuses commencent avec ce parcours de classement. Donc les 5 premières spéciales au programme. Alors je vous le rappelle, c'est dans la nuit à partir de 3h30 du matin jusqu'à 10h30 de Vals-les-Bains pour aller à Monaco. Alors à ce moment-là, les routes sont plutôt sèches, mais ensuite on aura de la pluie, de la neige fondante et enfin du verglas. On est bien dans un Monte-Carlo du mois de janvier. Ce sont bien des conditions changeantes et évolutives où il faut aller vite dans certaines portions, il faut lever le pied dans d'autres. Bref, ce sont des compromis permanents et c'est ça qui fait la magie du Monte-Carlo. Alors, la première spéciale, elle est remportée par Nicolas, mais il y a déjà une péripétie, puisque Anders Kulang, le pilote suédois d'Opel, abandonne. La deuxième spéciale, c'est Valdegaard qui s'impose. Nicolas en remporte ensuite la troisième spéciale, puis Walter Röhrl, et Nicolas gagne une troisième spéciale en 5. Donc, c'est lui qui s'installe en tête du classement le lundi matin. Nicolas en tête devant Valdegaard, Markku Alén 3e, Walter Röhrl 4e, et donc le premier français c'est Jean-Claude Andruet seulement, mais qui est déjà 2 minutes 38. Darniche est 6e, Nicolas 7e, Fréquelin 8e, Terrier 9e, Bakeli, l'autre pilote Lancia est 10e, Michel Mouton n'est que 12e, Jean Ragnotti a eu des problèmes de transmission, il est loin dans le classement, et Harry Vatanen lui aussi a été handicapé par des soucis, il n'est même pas dans le top 20. On se retrouve le mardi maintenant avec le parcours commun, la première partie du parcours commun. Il y a 8 spéciales au programme. Ils ne sont plus que 192 concurrents. On sait de toute façon qu'il n'y en aura que 100 qui seront autorisés à faire le parcours final. La route là aussi est globalement sèche, mais il y aura de la neige fondue et du verglas tel habituel. Bernard Darniche va quand même se montrer en évidence. Il va remporter les 2 premières spéciales de ce parcours commun, mais ensuite il va un petit peu rentrer dans le rang. Anu Nicolas va en gagner 2 autres. Björn Valdegaard va en gagner 1. Markku Alén va en gagner 2.
Et il va y avoir une spéciale, la dernière de ce premier parcours commun qui va être annulé pour cause d'avalanche. Ce qui fait qu'au classement général, Anu Mikola conserve la tête devant Björn Valdegaard. Il n'y a que 19 secondes d'écart entre les deux. Puis Walter Röhrl, Mark Ualen, donc toujours les 4 étrangers si j'ose dire. Le premier français maintenant est Bernard Darniche, mais à 3 minutes 19. Puis Andruet, Terrier, Nicolas, Fréquelin pour le top 9. Mais Guy Fréquelin est déjà à 9 minutes et demie. Et Harry Vatanen est revenu lui dans le top 20, tandis que Michel Mouton frappe à la porte du top 10, elle est 11e. On se retrouve le mercredi maintenant, le parcours commun 2, donc avant le parcours final. Ils ne sont plus que 173 équipages. Il y a 7 spéciales au programme qui se déroulent donc le mercredi de minuit 30 à 14h30, avec du gel, de la pluie. Là aussi, c'est très difficile dans ces conditions nocturnes, et avec évidemment pas beaucoup de temps pour se reposer pour tous les concurrents. Mikola va gagner la première spéciale, Saint-Michel, 37 km de long, c'est sa 6e victoire de spéciale. Andruet va aussi gagner une spéciale à la 15e, puis Mikola enchaîne. Mikola aussi enchaîne, mais il est ex-aequo avec Valdegaard pour la 17e spéciale. Officiellement, il y a 2 vainqueurs dans cette spéciale 17, qui est Montauban, qui dure 20 km. Mark Ualen gagne la 18e, Walter Röhrl la 19e, mais là, il y a un coup de théâtre. Puisque le leader, Anu Mikola, qui était quand même un leader assez solide, va connaître une crevaison dans cette 19e spéciale. Et en plus, il va sortir de la route. Il va revenir au point assistance après, mais il n'a pas obéi à l'injonction d'un gendarme sur le parcours de liaison. Et évidemment, on va beaucoup parler de cette histoire, car le collège des commissaires sportifs inflige une pénalité de 5 minutes à Anu Mikola pour infraction en liaison. Donc évidemment, ça bouleverse absolument le classement général qui devient le suivant, donc à 10 spéciales de l'arrivée. Björn Valdegaard, le pilote suédois, récupère la première place devant Mark Ualen, Walter Röhrl. Andruet, le premier français 4e. Mikola, avec sa pénalité de 5 minutes et ses ennuis de crevaison, n'est plus que 5e à 6 minutes 23 du leader. Bernard Darniche, 6e, Jean-Pierre Nicolas 7e, Michel Mouton intègre le top 10, elle est 8e, devant Jean-Luc Terrier 9e. Alors, 2 choses à signaler. Björn Valdegaard, maintenant, possède une avance immense. Il a 4 minutes 17 d'avance sur son dauphin Mark Ualen. Et puis Bernard Darniche, dont on va commencer à parler, est à ce moment-là 6e, donc il est dans le top 10 depuis le début, on est d'accord. Mais Bernard Darniche accuse son retard le plus important depuis le départ du rallye. Il est 6e à 6 minutes 27. Et on va donc retrouver en interview Bernard Darniche. Je lui ai évidemment posé la question, vous étiez dans quel état d'esprit, Bernard, lorsque à ce moment-là vous êtes à 6 minutes 27 de Valdegaard? J'ai pensé que j'étais nul. Voilà, que je n'étais pas digne des équipes qui m'aidaient tout au long de l'année, les équipes de Chardonnay, les ingénieurs de chez Lancia, etc. Je n'étais pas digne de ces gens parce que 6 minutes 30 de retard dans la dernière nuit du Monte-Carlo, ça veut dire qu'on est à côté de ses pompes. On se retrouve maintenant pour le parcours final. Donc il y a 100 équipages qui sont autorisés à prendre le départ, mais en fait il y en a 2 qui vont renoncer, donc il y aura 98 équipages très exactement. Et on va se rendre compte pour cette nuit donc du Monte-Carlo, parce que je vous le rappelle, ce parcours final, il est divisé en 2 boucles. La première 5 spéciales, c'est de 18h34 le vendredi soir jusqu'à 23h30. On se repose 1h30, pas plus, et on se retrouve pour la nuit et la deuxième boucle le samedi dans la nuit. La première spéciale est à 1h26, la dernière à 6h25. Et tout ça, ça nous mène jusqu'à Monaco, où donc l'arrivée sera franchie. Il y a donc 10 spéciales pour ce parcours final. Bon, on va tout de suite s'apercevoir qu'il y a un dégel, qu'il y a peu de plaques de verglas et que la route est globalement sèche. Et là, évidemment, tout de suite, ça change la donne. Et notamment pour Bernard Darniche, qui tente un coup de poker. Il va mettre des pneus, ces pneus Michelin, mais des pneus dits Racing retaillés. Là où les autres vont assurer dans un premier temps et mettre des pneus cloutés. On comprend l'idée de Bernard Darniche, c'est de tenter un petit peu le tout pour le tout en mettant des pneus Racing qui vont faire la différence, ça c'est sûr, sur les portions sèches,
Darniche. Il va galérer évidemment sur les portions verglas, mais d'après Bernard Darniche, qui en a parlé à Alain Mahé, ça devrait le faire et ça devrait permettre quand même de signer peut-être des temps scratch. Alors revenir avec 6 minutes 27 de retard, ça on n'en parle pas encore pour Bernard Darniche, mais il y a quand même un coup à jouer. Il le tente. La première spéciale, la 21e, c'est Col des Blanquettes, et là effectivement Bernard Darniche l'emporte de manière assez nette devant tout le monde. Donc son pari a fonctionné. À noter dans ces spéciales que Jean-Luc Terrier abandonne sur un problème de câble d'accélérateur. En tout cas donc, je reviens à l'histoire de Bernard Darniche. Ça a fonctionné le pari, c'est bien lui qui dicte le tempo et il a vraiment dominé tout le monde. Et au point stop, il nous conte là une anecdote parce qu'il se retrouve face à Jean Ragnotti, et écoutez ce que dit Jean Ragnotti à Bernard Darniche. Ragnotti vient vers moi. Je me rappelle, il y avait un ciel étoilé magnifique, l'arrière-pays niçois, c'est magnifique le ciel, l'hiver. Hein. Et Jeannot me regarde et dit oh putain, c'est quand même une belle nuit pour mourir. Hein. Ah oui, carrément. En éclatant de rire, oui. Évidemment. Que c'était un trait d'humour à la Ragnotte. Voilà, c'était, c'est ça. Oui, c'est Jean, on l'imagine très bien à dire ça. Écoute, pour le moment, on est resté sur la route, on va faire la deuxième, on verra après. On enchaîne après avec la 22e spéciale, Moulinet-La Bolène, premier passage, et là, il renfonce le clou, si l'on ose dire, même s'il n'en a pas sur ses pneus. Bernard Darniche remporte de nouveau cette spéciale avec une bonne marge d'avance sur ses concurrents. Donc, effectivement, il continue sur sa lancée, et il commence à rentrer, comme il va nous l'expliquer, dans une sorte d'état second. Écoutez. On arrive au contrôle stop à l'arrivée, sur les roues. Donc, j'étais sûr qu'on faisait le temps scratch. Je lui dis, putain, un deuxième temps scratch. Et il me dit, ouais, mais attends, là, tu vas trop près des rochers quand même. Et là, il me montre, j'avais plus la porte droite. Je m'en étais pas rendu compte que j'avais arraché la porte droite. Hein. J'étais tellement dans ma bulle, tellement concentré, j'étais totalement polarisé sur le fait de finir l'épreuve, tant bien que mal, et peu importe les moyens de la finir. Voilà. Je m'appuyais sur les rochers quand j'étais trop vite, parce que je pouvais pas freiner sur les plaques de glace, évidemment. Oui. Donc je m'appuyais sur les rochers. On a cassé 12 ou 13 roues la nuit. Des jantes, hein. Les spéciales ensuite vont s'enchaîner et ça va être le même scénario et même encore plus favorable pour Bernard Darniche. La 23e spéciale, la 3e de cette soirée, Saint-Sauveur 1. Darniche reprend 52 secondes d'un coup à Björn Valdegarde. Même histoire ou presque lors de la 24e spéciale, Villars. Darniche reprend 50 secondes à Valdegarde. Et il gagne aussi la 25e spéciale, Loda. Donc Bernard Darniche a fait le carton plein, il a remporté toutes les spéciales de cette première boucle. Ce qui fait que, au classement général, Björn Valdegarde est toujours en tête devant Walter Röhrl, mais Bernard Darniche est à ce moment-là remonté 3e au classement général. Et il a effacé la moitié de son retard. Il a 3 minutes 15 de retard. Alors ça reste gigantesque, effectivement. À ce moment-là, on ne peut pas penser que Darniche peut gagner le Monte-Carlo. Mais il n'est plus qu'à 3 minutes 15. Et Bernard Darniche est dans un état d'esprit vraiment particulier à ce moment-là. Quand je dis que c'est l'autre qui conduisait, c'est vraiment un autre qui conduisait, dans mon esprit. Ah, oui. Parce que moi, je suis quelqu'un de rationnel, de factuel, je suis pas du tout un fantaisiste, je suis pas du tout j'aime pas le risque. Je n'aime pas le risque. Je n'aime pas le risque. Voilà, c'est clair. Ouais. Quand on est pilote de course, on dit qu'on n'aime pas le risque. Pour les gens qui sont de l'extérieur, ils peuvent pas comprendre, quoi. Ils peuvent pas comprendre. Je n'aime pas être grisé par quelque chose. Et surtout pas par la vitesse. Je n'ai jamais eu l'impression d'aller vite, moi. Jamais. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Mais là, ça l'a été. Là, ça l'a été. Vous Non, avez. je n'avais pas l'impression d'aller vite. J'avais l'impression d'avoir du mal à rester sur la route. Parce que la situation était compliquée. Un petit peu de repos donc, et on va se retrouver pour la dernière nuit. Alors je peux vous confier à titre personnel que l'adolescent que j'étais à ce moment-là a écouté effectivement à la radio cette nuit du Monte-Carlo 79. C'était en direct sur les ondes d'RMC, bien sûr, qui retransmettait, on va dire, localement ce rallye. Et on se retrouvait toutes les demi-heures, toutes les 40 minutes pour faire le point sur les nouvelles spéciales. Et j'ai bien vu que Bernard Darniche continue sur sa lancée. Donc la 26e spéciale, il n'y en a plus que 5. Paye Bernard Darniche enchaîne et remporte une nouvelle spéciale. C'est sa 9e victoire de spéciale depuis le début du rallye. Il gagne aussi la suivante, la 27e, et il passe à ce moment-là 2e au classement général. La 28e spéciale, l'avant-avant-dernière, Saint-Sauveur, 21 km, Darniche remporte encore. Il est toujours invaincu depuis la journée du vendredi. Il reprend 34 secondes
à Val-de-Garde, et à ce moment-là donc il est à 1 minute 30, donc il avait déjà refait la moitié par rapport aux 6 minutes, maintenant il a refait la moitié par rapport aux 3 minutes. Bon, il y a une sorte de compte à rebours de dingue hein, qui a lieu, mais on peut pas penser que ça peut le faire. Dans la 29e spéciale, l'avant-dernière, Villars, Bernard Darniche gagne encore le secteur chronométré et il reprend, écoutez bien, 1 minute 16 à Björn Val-de-Garde. Incroyable mais vrai, là ça a été une spéciale d'anthologie pour Bernard Darniche, ce qui fait que il n'y a plus que 15 secondes d'écart entre les deux hommes au général, entre Val-de-Garde et Darniche. Alors, il y a quand même un fait de course qu'on est obligé de citer, c'est le fait que Björn Val-de-Garde a été retardé par 2 pierres qui se sont trouvées sur son chemin sur la spéciale. Alors ça, évidemment, c'est toujours le côté un peu pénible des rallyes, hein, on va le dire franchement, où certains spectateurs s'offrent un rôle qu'ils ne devraient pas avoir et ont donc un peu faussé le jeu. Alors, on estime que Val-de-Garde a perdu 15 secondes dans cette histoire, ça n'est certes que 15 secondes, mais c'est évident que le Suédois se serait bien passé de cette péripétie qui l'a handicapé et d'un point de vue sportif, effectivement, on se serait bien passé d'avoir cette action des spectateurs qui n'aurait pas dû avoir lieu. Donc on y est, il n'y a plus qu'une spéciale à disputer, la 30e, la Bolène-Moulinet, qui va durer 22 km, et c'est là où Bernard Darniche va vraiment quand même montrer toute son intelligence, pour ne pas dire son génie, il faut être honnête, c'est qu'il va adopter une tactique qui est l'inverse en fait de ce qu'il a fait depuis le début. C'est-à-dire qu'il va anticiper le fait que Val-de-Garde, qui sait que s'il conserve les pneus clous par rapport aux pneus Racing de Darniche, va se faire dépasser dans la dernière spéciale. Donc Val-de-Garde, lui, va changer aussi son état d'esprit et va décider lui aussi de mettre des pneus Racing. Bon, de tenter le tout pour le tout. Et Bernard Darniche, lui, va partir du principe que Val-de-Garde n'a jamais piloté ses pneus durant toute cette nuit, donc il ne sera pas à l'aise, il ne pourra pas les exploiter au maximum. Donc Bernard Darniche, lui, va mettre à son tour des pneus clous, histoire de laisser en quelque sorte Val-de-Garde se débrouiller avec son pari un petit peu hasardeux quand même si à la base on pourrait penser qu'il est bon, et lui, Bernard Darniche, va assurer le coup avec des pneus clous. Et là, c'est un coup de maître, et je vous laisse écouter ce que m'a confié Bernard Darniche. Donc on est juste avant le départ de cette dernière spéciale, et donc il y a eu une petite bataille d'intox dans le parc, et écoutez ce qu'il nous en dit. Là, j'étais en mode je veux pas tout perdre, voilà. J'étais en mode je veux pas tout perdre, voilà. On a fait 9 temps scratch, je veux pas tout perdre, même si je fais pas de temps scratch, mais je veux gagner maintenant, je veux gagner. Et Val-de-Garde est venu me voir au départ. Quand il a vu que j'avais mis les clous, il m'a dit Bernard, t'es trop fort, t'as gagné. T'as fait un coup de poker, t'as gagné. Cette dernière spéciale, elle est partie. Alors elle va être importante dans la mesure où Walter Röhrl va abandonner. Ça n'est pas rien, puisqu'il était 3e au classement général. Mais la bataille, bien sûr, principale, elle oppose Björn Val-de-Garde à Bernard Darniche. Donc il se passe exactement ce que Darniche avait anticipé. C'est bien lui qui gagne cette dernière spéciale. Donc il a fait le grand chelem. Il a gagné les 10 dernières spéciales du Monte-Carlo 79. Et dans cette dernière spéciale, alors il met pas 50 secondes ou 1 minute à Val-de-Garde, non. Mais il lui met quand même 21 secondes. Et 21 secondes, eh bien, ça suffit donc pour prendre la première place au classement général et pour, à la fin du rallye, être en tête et gagner ce rallye Monte-Carlo avec 6 secondes seulement d'écart entre les deux premiers. Quand on vous disait que ça avait été une épreuve absolument incroyable, fabuleuse, et à la radio, je peux vous dire c'était mythique à suivre. Quel scénario génial. Donc le classement final, il est le suivant. Bernard Darniche s'impose au Monte-Carlo, 6 secondes seulement d'écart entre lui et Björn Val-de-Garde. Marcus Allen est 3e, Jean-Claude Andru est 4e, Anu Mikola 5e, mais Anu Mikola à 9 minutes 29, il n'a pas du tout existé dans cette dernière nuit. Jean-Pierre Nicolas 6e, Michel Mouton 7e, Guy Fréquelin 8e, Jacques Almeras est dans le top 10 à la 9e place, et Harry Vatanen à la force du poignet se classe dans le top 10. Jean Ragnotti, lui, est 11e. La première voiture du groupe 2, parce que celle qui gagne c'est le groupe 4, le groupe 2 c'est Guy Fréquelin. Michel Mouton gagne la Coupe des Dames, évidemment. Ce qu'on peut dire également en conclusion, c'est qu'au moment de la cérémonie de remise de la coupe au vainqueur à Monaco, au Palais, évidemment Bernard Darniche a été follement applaudi parce que sa nuit, effectivement, elle est légendaire. Mais il faut savoir aussi que Björn Val-de-Garde a également été acclamé. Et c'est vrai qu'il y avait un petit peu 2 histoires en une. Il y avait à la fois cette remontée, cette chevauchée fantastique de Bernard Darniche, et aussi cette défense héroïque de Val-de-Garde qui n'a pas pu résister jusqu'au bout, mais il a été évidemment très très valeureux, c'est le moins que l'on puisse dire, le pilote suédois. Alors un petit mot aussi pour finir
Avant de conclure véritablement sur les voitures, j'ai beaucoup insisté là sur la bataille d'hommes, sur les choix humains, sur cette opposition Darniche-Val-de-Garde, mais au niveau des voitures, faut quand même être honnête, c'était une époque superbe, parce que même les Fiat 131 Abarth, qui sont peut-être les moins impressionnantes comme ça, elles avaient quand même une sacrée gueule, et puis les Ford avaient vraiment un super look, ça c'est sûr, et alors que dire évidemment de cette Lancia Stratos. Alors c'est vrai que maintenant, quand on regarde un petit peu ce profil de voiture qui semble assez long, assez racé, ça correspond plus du tout à l'image de rallye. On est habitué à avoir des C3 WRC, des Hyundai i20. Bon, c'est vraiment un format beaucoup plus petit. Mais effectivement, à l'époque, cette Lancia Stratos HF, elle était déjà un petit peu particulière, mais elle avait vraiment un aspect bestial et vraiment qui faisait rêver. Moi, je vous cache pas que j'en avais un petit modèle réduit à la maison, et pour moi, c'était ça, la voiture de rallye spécifique. Donc, je suis persuadé que cette victoire de Bernard Darniche, elle est aussi légendaire, non seulement par son scénario, ça c'est sûr, mais aussi par le fait qu'il était bien au volant de cette Lancia Stratos bleue, engagée par Chardonnay. Il y a quand même un petit côté mythique qui joue, et c'est une voiture qui, pour moi, est vraiment éternelle, et qui sera à tout jamais associée à une image de sport et une image de rallye. Donc, ouais, ça joue, et on est tous un petit peu orphelins de cette Lancia Stratos HF. Et alors, pour finir sur un jeu de mots qui n'est vraiment pas de moi, mais qui est imbattable, je suis obligé de le reprendre à mon compte, c'est vrai que du coup, cette victoire de Darniche, elle apparaît comme stratosphérique. Voilà. Les 10 premiers marquent des points au championnat du monde. Alors, on va en reparler dans quelques instants de ce championnat du monde. Je précise juste que Bernard Darniche, qui nous a fait donc l'amitié de répondre à nos questions, et dont je dis que l'entretien en intégralité, un quart d'heure d'entretien avec Bernard Darniche, vous pouvez l'écouter sur la plateforme Patreon. C'est un épisode bonus exclusif réservé aux contributeurs officiels de l'Afterlab. Vous savez, j'ai lancé une campagne de contribution récemment sur www.patreon.com/Afterlab. Vous pouvez devenir souscripteur officiel de l'Afterlab. Bernard Darniche, à ce moment-là, il a 36 ans. On vous rappelle que c'est un triple champion de France des rallyes, 72, 76, 78, que c'est un double champion d'Europe des rallyes, 76, 77. Et à ce moment-là, il a déjà 4 victoires en championnat du monde des rallyes. Il a déjà gagné le rallye du Maroc, 73, et il a déjà gagné 3 fois le Tour de Corse, 75, 77, 78. Il signe au Monte-Carlo sa 5e victoire en championnat du monde. Et je précise qu'il a aussi déjà à son actif 3 participations aux 24 heures du Mans, dont une 9e place acquise l'année d'avant en 78 avec Jean Rondeau, carrément, et Bernard Darniche va bien participer aux 24 heures du Mans 79, là aussi, allez écouter l'interview exclusive et vous verrez qu'il en parle. Et puis, je vous le dis tout de suite aussi, il gagnera également le Tour de Corse cette année-là, un petit peu plus tard, en 79, et il le regagnera aussi en 81. Ce qui fait qu'au final, Bernard Darniche, dans sa carrière quand même exemplaire, aura 7 victoires en championnat du monde des rallyes. Respect évidemment, monsieur Darniche. Et puis un petit mot aussi pour son copilote, Alain Mahé, qui vit toujours du côté de Toulon. Et bien, à ce moment-là, il avait 32 ans, Alain Mahé, et il était avec Bernard Darniche depuis 69. C'était quand même un équipage soudé. Ce jour-là, Bernard Darniche fait quand même coup double. Il gagne évidemment le rallye Monte-Carlo, mais il devient officiellement le premier leader du championnat du monde des pilotes, le tout nouveau championnat du monde des pilotes WRC. Alors, à ce moment-là, quelle était la perception de ce championnat du monde et du fait de se retrouver en tête ? Écoutez, la réponse de Bernard Darniche, elle est assez étonnante. On n'y pensait pas parce que c'était un championnat du monde un peu bidon, puisque il n'était pas structuré comme maintenant, tout le monde n'était pas obligé de faire les mêmes épreuves au même moment, enfin, c'était en cours de descente, le championnat du monde. Ouais. Donc il était plus important de gagner des épreuves du championnat du monde que le titre lui-même, c'était plus important. D'accord. Après, dans les 20 ou 30 ou 40 ans qui ont suivi, comme le titre de champion du monde a vraiment pris sa vitesse de croisière et est devenu très important, on parle des champions du monde de cette époque, mais à cette époque, ça n'avait pas d'importance. Vraiment pas, quoi. Bon. C'est pour ça que d'ailleurs, ils ne m'ont pas proposé de faire le programme championnat du monde, en gros, parce que j'en avais rien à foutre.
Bernard Darniche, bah oui, ne sera pas champion du monde français, le premier champion du monde français WRC. Tout le monde sait qu'il faudra attendre Didier Auriol pour cela, et puis qu'ensuite donc on aura notre fabuleuse période Sébastien Loeb et Sébastien Ogier. Voilà donc tout ce que j'avais à vous dire, hein, mais c'est vrai que c'était une course, une épreuve géniale, ce rallye Monte-Carlo 79. Moi je m'en souviens avec émotion, et je crois que même si cette histoire elle est pas méconnue, hein, évidemment que je crois que vous avez pris plaisir quand même à ce que je vous la raconte, et tout cela donc ça va nous servir d'introduction pour ce Monte-Carlo 2021 qui finalement donc aura bien lieu. C'est vrai qu'on a pu craindre à un moment donné qu'il soit annulé. Il va se dérouler dans des conditions très spéciales, à huis clos, avec des horaires aménagés, des kilométrages aussi un petit peu spéciaux. Bref, on se retrouvera la semaine prochaine pour l'épisode 75 de l'Afterlap, et évidemment nous ferons le débrief de ce rallye Monte-Carlo 2021 dans l'Afterlap, le podcast du sport auto que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes usuelles de podcasting, et également donc la chaîne YouTube l'Afterlap, et le site internet bien sûr, c'est ça la base, www.afterlap.com. Merci si vous allez voir du côté de la campagne Patreon. Je reste à votre disposition de toute façon, vous pouvez me laisser des commentaires, on peut échanger ensemble à tout moment, ça c'est fait pour. Et je vous souhaite donc une bonne semaine de Monte-Carlo, et on se retrouve la semaine prochaine pour tout débriefer ensemble. Salut à tous.